Bonjour et bienvenue dans le Paninicast, le podcast d'édition Panini. Un épisode estival consacré au mois de juin et de juillet, puisqu'en effet, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas pu enregistrer les quelques dernières semaines qui se sont écoulées. Oui, on était bien occupés. Comme vous avez pu voir sur les réseaux, on a fait pas mal de vidéos avec Émile, avec Jérémy aussi. On en a d'autres sous le coude d'ailleurs que vous verrez dans les prochaines semaines. Faut juste que je les monte. C'est ça. Et en plus de ça, on a été aussi à QC début mai, où on a eu la joie de rencontrer un de nos auditeurs, et on lui a demandé du coup, lui de nous dire ce qu'il venait de lire et ce qu'il avait aimé récemment pour le partager avec vous. Donc, on commence un petit peu par notre courrier des lecteurs, on a envie de dire. C'est ça, ouais. Donc du coup, big up à Ludo, qui nous a fait le plaisir de faire une chronique sur le Daredevil Enfer glacé. C'est quoi ton dernier coup de cœur ? Mon dernier coup de cœur comics, c'est en Marvel et c'est Enfer glacé de Charles Soule et McNiven, je crois. Et en plus j'ai pris le format Prestige. Et c'est la classe, quoi. C'est la classe des grandes pages, des beaux dessins, une histoire très chouette. Et puis pour ceux qui aiment Daredevil, faut lire ça, quoi. Voilà. C'est vrai que Ludo est un peu venu en plus comme un body snatcher, et il nous a spoté dans la foule, il a fait vous êtes du pain. faut que vous fassiez plus d'épisodes du Paninicast. Et juste derrière, donc acte, on n'a rien fait. On n'a rien fait, voilà. Bon, désolé Ludo, mais comme tu vois, ce qui montre qu'on n'écoute pas du tout notre lectorat. Voilà. on est revenu quand même relativement rapidement après une micro pause, on va dire. Mais d'ailleurs, quand vous écoutez cet épisode, vous avez déjà dû écouter l'épisode spécial dédié à Soa de Muse, et on a d'autres épisodes spéciaux sous le coude aussi, donc on n'a vraiment pas chômé. C'est ça, un indice, il fait des bruits avec ses poignets qui font tss, tss. Il y en a, ils font tweep. Ah, tweep. Ouais, c'est compliqué à dire tweep. Vas-y, du coup, Aurélien, je propose de commencer avec un comics un peu popcorn. Ouais, popcorn. C'est Battle World de Christos Gage, et avec au dessin Marc Cousteau. Et ouais, c'est peut-être une de mes mini-séries préférées des derniers mois. T'as dit comics popcorn à très juste titre, hein, parce que c'est vrai que le pitch de base de faire un espèce d'hommage à Secret Wars en réutilisant le principe du Battle World, alors avec un petit twist. Je vais spoiler le petit twist parce qu'il arrive même en cours d'épisode 1, donc on n'est pas sur l'énorme spoiler. Mais du coup, ce Battle World là n'a pas été créé par le Beyonder ou n'est pas une itération précédente du Battle World. C'est Korvac en fait qui décide de réutiliser ce principe là pour ses propres plans, et les propres plans que là pour le coup je vous laisse découvrir à la lecture. Et du coup on se retrouve avec des héros tirés de réalités différentes, un peu à la façon du Secret Wars de Jonathan Hickman et Ezra Trebek. Et donc c'est une astuce en fait pour récupérer des personnages très divers, tirés de divers moments de leur histoire ou de leur variation de leur histoire. On se retrouve avec le Hank Pym actuel de l'univers Marvel. C'est un Hank Pym qui est plutôt vieux, ou en tout cas qui a de la bouteille, on va dire, et qui a aussi le poids de toutes ces erreurs passées sur les épaules. Et à côté de ça, quelques-unes. On a un Spider-Man très jeune, on a Bucky Barnes au moment où il était durant la Seconde Guerre mondiale, on a Hulk mais version maestro, on a un Thor façon père Thor en armure, etc. Donc on a des personnages comme ça avec des variations très fortes, on va dire. Et c'est en fait un prétexte à la base déjà pour le côté fun, un petit peu multivers et tout ça auquel on est habitué, mais surtout pour prendre les personnages principaux. Donc il y a Hank Pym, il va avoir Carol Danvers, il va avoir la Guêpe. Il y a quelques personnages comme ça qui vont sortir du lot et qui vont être vraiment creusés
tout du long de la mini, leur choix, leurs décisions, leur vision de l'héroïsme, des choses comme ça. Et il y a un petit côté la comparaison va être un peu dure pour Battleworld, mais il y a un petit côté Marvels presque là-dedans, je trouve, avec la volonté de faire appel à toute la continuité Marvel et à la magnifier d'une certaine manière, et mais à ne jamais s'éloigner de ce qui fait le sel des personnages. Comme je disais, c'est vraiment une mini que j'ai beaucoup aimé, et honnêtement, quand j'ai commencé la lecture, j'étais un peu en mode bon, encore une mini sur le multivers. Bon, voilà, j'y allais un petit peu en traînant des pieds, hein, je vais être honnête. Et j'ai été alors un peu surpris, pas tant que ça, parce que Christos Gage écrit souvent très bien, mais j'ai été très agréablement surpris, par la qualité du truc qui est vraiment une lecture que j'ai adorée. Il y a vraiment des comme on dit, des deep cuts, des références obscures qui sont invoquées dedans, qui feront super plaisir aux fans les plus hardcore de l'univers Marvel. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une série qui a fait un peu l'unanimité pour les gens qui l'ont découvert dans le côté petite découverte. C'est-à-dire que je pense que, comme beaucoup, puis on avait un peu eu la même réflexion, c'est un concept comme le Alien Avengers. Au départ, on se dit, bon, quel intérêt, ça a l'air un peu con sur le papier. Et puis après, à la fin, on lit le truc, on dit, ah ouais, c'est vachement bien quand même. Et j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté d'y aller un peu à reculons, en tout cas, de pas forcément attendre grand-chose, à part de voir juste un truc un peu nostalgique avec le Battle World, tout ça. Et c'est vrai que, sur tes conseils, et puis après, j'ai même pu voir Excalibur ou d'autres personnes faire des retours dessus en disant que c'était effectivement beaucoup mieux qu'ils l'attendaient, et surtout que il y avait des trucs assez malins et que c'était vraiment très ludique dans sa manière de jouer avec la continuité. Donc j'avoue, je l'ai pas encore terminé parce que j'ai beaucoup de lectures, mais donc ça fait partie de ma pile à lire, de mon reste de pile à lire plutôt. Donc alors on va aller sur une autre forme de popcorn. Là, c'est plutôt pop dans la tête, t'es mort. Parce que du coup, c'est le Punisher qui fait son grand retour maintenant dans la continuité Marvel, avec, j'ai envie de dire, en deux parties, puisque donc il y a depuis une série régulière par toujours Benjamin Percy qui est donc qu'on va sortir en VF en fin d'année. Mais il y a donc ce Punisher Red Band, donc qui honnêtement n'est pas sur le même gimmick, c'est-à-dire que maintenant c'est incorporé directement dans le comics. Il n'y a pas deux versions, une version normale et une version du coup plus gore. Là de base c'est très gore, un peu comme le pouvait l'être le Punisher Get Fury de Garth Ennis. Et donc Benjamin Percy qui je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui est un peu le monsieur violent de Marvel, puisque on le retrouve, je crois qu'on pourrait faire à mon avis un mensuel avec toutes les séries qu'il fait, parce que donc il s'occupe de Predator avec les crossovers de Marvel. Il s'occupe aussi de l'autre côté, donc chez Marvel, il a fait quand même un run plutôt remarquable, je trouve, sur le Ghost Rider, où il était vraiment dans le body horror, c'était vraiment très chouette. Il était assez intéressant dans sa manière de jouer avec les personnages comme Wolverine, Hellstorm et compagnie. Aussi il a fait donc du coup là maintenant il va aussi faire la série Deadpool, il a aussi fait X-Force à l'époque, et il y a une série que j'aime bien par des aspects, d'autres un peu moins. Son Wolverine aussi qui était très barbare également, avec des super passages notamment avec les vampires à Paris. Donc un scénariste assez intéressant à suivre, et puis aussi son Red Hulk que je trouve très chouette là, que vous pouvez lire dans la revue Doomworld. Et vraiment un scénariste assez intéressant que je suis très curieux de voir sur dans l'horreur Lovecraftienne, avec les Fantastic Four Midnight, qui sera la série qui va chapeauter. Mais là du coup sur Punisher, là il est un peu en terrain connu, puisque du coup de la violence et notamment de la violence urbaine, c'est sûr que le Punisher va en regorger quand même pas mal, puisque donc on retrouve un Punisher amnésique. Il sait pas forcément trop pourquoi il est là. Pour rappel, en fait, à part la mini-série Punisher qu'il avait pu avoir entre les deux, les derniers moments où on avait pu voir le Punisher, c'était dans le run de Jason Aaron, où en fait il était un peu évacué dans une planète ou une dimension autre. Et donc là on le retrouve amnésique, manipulé par le caïd d'une manière un peu, on va dire, interne. Et évidemment, Frank Castle oblige, ça va charcler. Je crois à croire que lui, il a pas attendu il a pas attendu la loi sur les lignes de défense pour tirer sur tout ce qui bouge, parce que du coup, ça charque pas mal. On en parlait avec Aurélien, où en fait, à un moment donné, c'est comment arrêter un poids lourd sur une autoroute, en lui tirant dans la main au fusil à pompe à 120 à l'heure, voilà. Donc c'est pas très subtil, c'est très 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 jouissif, je trouve. C'est même des fois assez cruel, honnêtement, parce qu'on va avoir des scènes très barbares avec
putain, comment il s'appelle, Tombstone, qui va massacrer des innocents, des choses comme ça, ou hachoir, avec des fois même des petits soupçons de cannibalisme. Il y a un petit côté cinéma bis, quoi. C'est un peu voilà un Punisher vu par Lucio Fulci un peu, c'est-à-dire que si vous aimez les crânes qui explosent, les trucs ultra violents et tout, c'est vraiment le Punisher disons parfait pour ça. Je suis assez curieux de voir justement en fait sur la longueur comment son Punisher qui n'est pas Red Band justement va évoluer. Et l'autre truc intéressant, ça permettra de faire un lien avec donc l'Omnibus qui sort aussi enfin qui est sorti plutôt le même mois, c'est que on retrouve deux personnages, enfin plutôt il y a un personnage qu'on retrouve donc je sais pas si je peux le spoiler, qui est Microchip, qui avait été décédé pendant un long moment en fait dans l'univers du Punisher et qu'on retrouve là maintenant. Et il y a aussi du coup l'officialisation de Barracuda, qui était un personnage de l'univers Max dans la Terre 616. Il me semble qu'à jusqu'à présent on l'avait pas forcément vu dans l'univers 616, mais donc là on le voit au travers d'un flashback. Et donc ça je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a cette volonté de Percy et donc de Marvel d'aussi réancrer le Punisher dans une continuité, dans un héritage aussi moderne et classique, avec le retour des personnages sidekick comme Microchip, qui est en fait pour rappel un peu son Q, qui va un peu lui filer des gadgets à Frank et compagnie, et qui est un peu son ancrage moral aussi à certains moments. Et Barracuda qui est un peu pas l'ancrage moral du tout et que vous pourrez retrouver donc dans l'Omnibus, puisque c'est un personnage qui était déjà en fait avec une mini-série dans l'Omnibus précédent, le tome 3 de Garcianis présente Punisher. Il y a donc dans cet omnibus là, c'est un peu plus une compilation de toutes les mini-séries qu'il y a eu depuis la fin de l'univers Max, c'est-à-dire donc on retrouve le Punisher Warzone donc de Garcianis, le Punisher Max The Platoon, formidable récit de guerre dessiné par Goran Parlov, Punisher Soviet et Get Fury qui sont deux super séries aussi dessinées par Jason Burrows, que j'adore comme dessinateur, et Fury Max qui est aussi du coup là une série qu'on avait l'occasion de ressortir en deluxe il y a pas longtemps, je dirais il y a même plus de 2 ans à mon avis, et pareil aussi qui est assez révérencieuse, et aussi en petite on va dire en petite cerise sur le gâteau, on retrouve aussi un petit épisode de Marvel Knights avec un épisode voilà qui est un peu comme Marathon Man, va vous faire dire que le dentiste c'est quand même le mal, parce qu'on va voir Quesada qui va s'amuser à imaginer une scène du point de vue de la bouche de quelqu'un qui est chez le dentiste, et évidemment quand il y a Frank Castle pas loin, ça peut vite dégénérer. Donc 2 lectures que je recommande, évidemment Garcianis si vous l'avez pas lu ou si vous n'avez pas les mini-séries en question, c'est un must-have. Le Punisher Red Band, c'est pareil, si vous voulez un truc un peu plus divertissant, un peu plus gore, ça peut être intéressant, et surtout voilà pour un peu préparer la série Punisher qui sortira en fin d'année. Et j'ai envie de dire aussi les autres séries mini-séries Punisher qui sont pas forcément faites par Percy, mais on a quand même aussi, on aura l'occasion d'en parler, le Daredevil Punisher qui est vraiment très chouette aussi, donc une mini-série vraiment qui est dessinée par Tommaso Bianchi, dessinateur qu'il faut vraiment suivre, et aussi surtout le Marvel Knights par Palmiotti et Dan Panosian qui est un petit bijou, mais ça on aura l'occasion de vous en parler. Et autre scénariste dont on va beaucoup vous parler dans les prochains mois, et on a déjà commencé un peu à publier les vidéos que Jérémy et aussi bientôt vous verrez Quentin d'Album qu'on a pu tourner avec eux donc il y a quelques semaines, c'est donc Dennis Kemp avec Ultimates notamment. Ouais, alors Dennis Kemp, tu dis on va vous en parler davantage. C'est dans le Paninicast, c'est devenu ça fait partie du running gag des auteurs qu'on cite quasiment à chaque épisode. Ultimates, c'est une des 4 séries principales, on va dire, de l'univers Ultimate des années 2020. Elle est donc de Dennis Kemp et principalement de Juan Frigueri, avec ici et là des guests dont Phil Noto par exemple, le principe de la série, c'est d'être les Ultimate Avengers en fait de cet univers Ultimate, si ce n'est que l'univers Ultimate des années 2020 est dominé en fait par les super vilains. Pour faire simple, c'est un univers absolument maléfique, où le Ultimate Reed Richards, donc de l'incarnation précédente, le créateur, a tout perverti pour en faire un monde, on va dire, à son image déformée, et donc où les super vilains dominent le monde. Alors pour le bien de l'humanité, un peu dans l'idée, mais oui, toi-même tu sais, ça reste un débat.
on va dire. Et en fait, du coup, la création des Ultimate Avengers, des Ultimates, hein, donc, c'est c'est la création d'un groupe de résistants qui sont là pour lutter face à un pouvoir fascisant, voire fasciste. Hein. Et ce groupe de héros, en fait, il y a un groupe qui se forme tout de suite où on retrouve Iron Lad, donc Tony Stark, on retrouve Thor, Valkyrie et quelques autres, et dont le Reed Richards de ce monde, hein, Fatalis, et cette équipe en fait a comme premier but de recruter, de trouver des nouvelles personnes. Ils savent que l'histoire du monde a été modifiée, ils savent que le créateur a empêché plein de héros d'accomplir leur destinée, de se développer, etc. Donc ils vont essayer de plusieurs manières d'activer en fait ces héros à travers le monde. Et donc chaque épisode comme ça est l'occasion pour eux d'essayer de recruter des bonnes âmes pour lutter contre le mal qui ronge ce monde. Et en fait, à chaque épisode, Dennis Camp va raconter une histoire complète qui s'intègre dans un puzzle plus large. C'est de l'écriture ciselée dans le sens où non seulement il y a une histoire, non seulement il y a une métaphore à chaque fois, il parle du monde qui est le nôtre, mais en plus c'est déjà de ça qui serait déjà sacrément balèze, il intègre tout ça dans un grand plan, dans un grand développement de ce monde et la lutte contre le créateur et ses sbires, on va dire, et son conseil. Et tout ça en fait une série d'une richesse incroyable, où chaque épisode est l'occasion d'avoir un bonbon de lecture absolue. Et donc j'hésite toujours à dire que c'est la meilleure série de l'univers Ultimate parce qu'il y a aussi Ultimate Spider-Man que j'adore et Ultimate X-Men qui est génial. Mais franchement, quand même, Ultimate, à la photo finish, c'est peut-être quand même celle que je préfère. Je redis ce qu'on avait dit à l'époque, hein, c'est-à-dire que quand Ultimate avait été annoncé, on attendait tous Spider-Man, on savait que ça allait nous plaire, Hickman, Keketo, tout ça. Ultimate X-Men, on savait qu'on allait être surpris dans le bon sens. Black Panther, finalement, ça s'est révélé être la série classique, être une bonne digestion, je trouve, du T'Challa de la Terre 616, peut-être la moins révolutionnaire sur le papier et dans les faits aussi, mais qui reste moi très agréable à lire, notamment quand vous lire du Black Panther moderne, qui va un peu digérer, comme je disais, tout ce qui était fait avant, et la série que personne n'attendait et que tout le monde a découvert vraiment et tout le monde s'est pris une claque, c'est vraiment Ultimate de Dennis Camp. Et d'ailleurs, au point après, derrière quand il a fait Absolute Martian Hunter, ceux qui lisaient Ultimate n'étaient pas surpris que c'était de très bonne qualité. Et j'en vais même de dire, c'est ce que disait Quentin, donc de album qui en avait parlé, il avait dit, lui, il avait déjà lu 20th Century Men. Et il savait déjà en fait que Dennis Camp était un grand scénariste et vraiment quand il avait arrivé sur Ultimate, il n'était pas surpris et il n'était pas surpris non plus de la qualité que ça a pu être. Donc et là je vais citer cette fois-ci Jérémy, c'était vraiment sur le ce que j'aime beaucoup dans Ultimate, c'est le fait qu'effectivement il ne sait pas Dennis Camp en fait on va dire limiter ses idées sur un épisode, c'est-à-dire que il va vraiment tout mettre dedans. Il y a un épisode qui est ultra fourni et moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait avec ces scénaristes là, c'est-à-dire Hickman est un peu comme ça, Jeff Jones aussi je pense, c'est que en gros c'est des numéros uniques qui sont le numéro en tant que tel sur le court terme, donc vous avez un plaisir immédiat, sur le moyen terme vous voyez à peu près ce qu'il veut faire et sur le long terme vous voyez un peu les plans aussi se mettre en œuvre, et ça j'avoue que c'est très rare d'arriver à écrire sur autant de plans différents et c'est pas donné à tout le monde, et Dennis Camp l'a prouvé que c'était très bien fait en tout cas sur une série comme ça, et c'était vraiment un énorme pied à lire et à relire encore en plus en deluxe quoi. Et puis on n'a pas parlé de fameux épisode 4 qui je pense nous a tous mis ouais mais voilà, mais après on en a déjà parlé, cas, voilà, c'est c'est l'épisode de Phil Noto, etc. Mais c'est vrai que en plus c'est une série qui sera complète en 2 tomes et 3 peut-être avec en parlant d'Ultimate Endgame, mais c'est vrai que il y a ouais, ça fait partie il a toujours les mots justes en fait pour arriver à faire pleurer, comme à arriver aussi à parler de choses. Ouais.
Bon bref, vous avez compris, on est plutôt enthousiaste. Allez, rien à voir, du coup on retourne cette fois-ci bien dans le passé avec une série des années 90 qu'on a sortie en omnibus. Une série qui était assez attendue, hein, d'autant plus que fidèle à notre réputation de malchance, on sort beaucoup de choses avec des auteurs qui décèdent peu de temps avant ou après, que ce soit Peter David avec l'X Factor ou même le Spectacular Spider-Man qui a vu malheureusement la disparition de Sal Buscema, immense dessinateur, malheureusement je pense aussi un peu dans l'imagerie populaire entre guillemets en deçà de son frère, parce que peut-être moins considéré vu la carrière de son frère aussi et tout, mais Sal Buscema dessus il monte avec les épisodes qui sont dessinés, notamment le fameux épisode 200 de Spectacular Spider-Man, que c'est, je pense, un des meilleurs dessinateurs qu'il y a eu chez Marvel, et surtout un dessinateur qui est vraiment dans ce côté artisan en fait de chez Marvel, dans le fait de rendre chaque mois ces épisodes et d'arriver à se contenir et d'arriver à dessiner de manière un peu plus simple les moments qui n'ont pas besoin de ça et de tout donner au niveau du découpage pour compenser ça, arriver aussi à transcender les limites du médium pour arriver à terrifier, à émouvoir et tout, au point même où il y a ce fameux épisode justement où on s'est expliqué dans les bonus que Buscema de Mathéis avait enlevé les bulles parce que ça se passait en fait de bulles tellement le dessin de Buscema était très fort. Donc qu'est-ce que ça raconte excuse-moi, vas-y. Ouais, j'allais dire que dans le dessin de Buscema, ce qui a pu gêner les lecteurs à l'époque ou peut-être même encore maintenant, c'est qu'il a un style au trait très coupant, j'ai envie de dire. Ces personnages ont pas du tout un trait rond, alors que à l'époque, que ce soit son frère, mais beaucoup de dessinateurs, Byrne aussi, etc., avaient un trait beaucoup plus rond. Et c'est vrai que il y avait un peu pas une uniformité. Il y avait déjà des styles de dessin très reconnaissables, mais c'est vrai que il y avait un peu une norme dans le dessin à laquelle la plupart des dessinateurs se retrouvaient, même si dans les années 90 la variété était déjà largement là. Mais c'est vrai que dès ses débuts, Sal Buscema, il a un style qui tranche avec le reste, et c'est vrai que du coup c'est aussi pour ça peut-être que à l'époque surtout ça a pu déstabiliser des jeunes lecteurs. Moi, ça m'a même fait plus penser à du Walt Simonson en termes de personnages très carrés, très comme des formes géométriques, je sais pas comment dire, mais au niveau des mâchoires, au niveau de leur corporalité. Et c'est vrai que c'était une découverte pour moi, hein, j'avais jamais lu ces épisodes-là. Et c'est un omnibus assez intéressant parce que il est, je vais pas vous faire traîner le suspense plus longtemps. Hein. Moi, j'ai adoré au moins les 2 tiers de l'omnibus parce qu'après c'est plus Mathéis au scénario et là c'est un peu une autre paire de manches. On va suivre notamment la suite de la chasse de Kraven avec donc Soul of the Hunter qui va vraiment montrer Spider-Man au plus mal et qui va essayer de faire le deuil de cette histoire-là qui lui arrivait. Et c'est clairement en fait dans la veine de Mathéis de Mathéis plutôt, qui est la veine psychologique tragique, parce que c'est vrai que de Mathéis on le connaît aussi pour son côté comédie. Il a fait notamment chez Marvel un truc totalement, j'ai envie de dire, je pense pas qu'on le sortira, mais bon, on sort quand même des intégrales assez improbables, donc peut-être qu'un jour. Il a fait notamment une des graphic novels ou des mini-séries, je sais pas exactement, sur un vampire juif new-yorkais qui est totalement frappé du casque. Il a aussi fait du coup, évidemment, chez DC Comics, l'extraordinaire Justice League International que vous pouvez lire chez Urban. Du coup aussi, il a, là c'est plutôt son côté comédie un peu loufoque, et qu'on retrouve aussi un peu dans l'omnibus, avec un épisode avec Frogman notamment, et un homme morse qui est totalement totalement what the fuck. Enfin c'est vraiment le comics à l'état pur quoi. Mais à côté de ça, on est vraiment dans la veine tragique, beaucoup plus de Dr Fate qu'il avait pu faire chez DC Comics, où on va vraiment rentrer dans la psyché des personnages, et aussi c'est vraiment ça qui va en fait porter le récit. C'est pas l'action, c'est pas la violence, c'est pas les combats, c'est vraiment les combats psychologiques des personnages dans leur tête. C'est vraiment ça. Et on va voir que des personnages brisés. Tante May, Peter Parker, et surtout Harry Osborn, dont c'est un peu le chant du cygne, hein, parce que vraiment, on voit vraiment qu'il est au plus mal. On va voir aussi découvrir les conséquences sur sa famille. Enfin, c'est pas évident à lire, hein, vraiment honnêtement. Et puis Vermine aussi, qui est un personnage qui est fabuleux dans ce truc. Enfin, vraiment dans cet omnibus, voilà. Moi, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Voilà, les 2 premiers tiers vraiment très bons. Malheureusement après de Mathéis, après donc notamment les épisodes donc 200, et il y a donc on retrouve des épisodes qui sont issus du crossover Maximum Carnage.
n'aimant pas les symbiotes, je vais jeter un voile pudique sur cette partie-là. Et après, on retrouve donc Steven Grant qui va donc scénariser la plupart des épisodes suivants, toujours dessinés par Buscema, qui sont, à mon sens, un cran en dessous. Moi, j'avoue, c'est pas trop les histoires que j'aime bien, mais je remonterai quand même un peu le niveau avec le Anno Shanti qui refait appel à Marie Typhoïde dans des épisodes qui sont plutôt intéressants aussi et qui, comme souvent avec elle, et puis avec ce personnage de Typhoïde dont on avait déjà l'occasion de parler sur l'émission d'Ardeville, qui vont être l'occasion pour elle de comparer un peu les féminités et ce qu'on attend aussi des femmes dans la société américaine. Et du coup, on va voir un peu l'opposition Mary Jane et Marie Typhoïde qui va avoir 3 personnalités ici, avec en gros la victime parfaite, la psychotique et une autre, la guerrière. Donc voilà, donc ça c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais globalement, ouais, je pense que c'est vraiment un omnibus, un must-have. Là où c'est vrai que moi je suis Spider-Man années 90, je suis pas un gros lecteur de Spider-Man en général, mais c'est vrai que si vous hésitez entre le Larson, McFarlane et autres, le de Matisse Buscema, c'est vraiment, je pense, la quintessence de ce qui fait qu'on aime Spider-Man. C'est pour le côté soap opéra, pour le côté drame, et aussi pour le côté, Peter Parker a toutes les raisons du monde d'être brisé, d'arrêter et de jeter son masque à la poubelle, et en fait il le fait pas, il continue de se battre, et c'est ça aussi qui fait le personnage, et je trouve sa beauté tragique. Donc ouais, vraiment un super récit. Et si vous voulez nous entendre continuer à parler de Spider-Man, et du coup aussi du fait que cet omnibus s'inscrit dans un peu une continuité d'omnibus qu'on fait sur le Spider-Man des années 90, tout ça on l'évoquera avec une invitée lors d'une émission spéciale consacrée à Spider-Man qu'on enregistre très bientôt. Peut-être qu'il y a un film qui sort, on ne sait pas. Ouais, c'est pas du tout. Voilà. Et du coup, après l'univers Marvel, on va faire une petite incursion côté Star Wars et Conan, avec d'abord toi, Aurélien, qui va nous parler des contes cauchemardesques. Ce qui n'est pas du tout de saison, mais... les contes cauchemardesques, oui, on aurait pu le sortir en octobre. Les contes cauchemardesques, c'est un peu notre deuxième plongeon, en fait, dans le côté anthologie d'horreur dans l'univers Star Wars. On avait déjà fait les contes du château de Vador en omnibus pour des raisons d'édition, une partie avait déjà été publiée par Delcourt, donc on se retrouvait dans une situation un petit peu compliquée, on avait décidé de sortir tout ça en omnibus. Là, pour le coup, on le publie en 100%, et ça compile en fait plusieurs récits. Donc les contes de la fosse à Rancor, donc qui se passent du coup dans le palais de Jabba. Les contes de l'étoile de la mort qui se passent donc au moment dans les ruines en fait de l'étoile de la seconde étoile de la mort. Voilà, et un troisième en fait dont je vais parler après. Les deux premiers en fait sont sur la même vraiment la même base et la même structure que ce qui avait été fait justement avec les contes du château, c'est-à-dire que à chaque fois on se retrouve à un endroit et il y a un côté un petit peu mille et une nuits où il y a un récit dans lequel il va avoir des récits enchâssés qui reviennent à chaque fois sur divers moments, soit à Tatooine, donc soit dans l'étoile de la mort, qui vont être horrifiques. Alors on peut voir ça un peu comme une anthologie, mais après elles sont toutes du même scénariste. Là où il y a un côté anthologique, c'est que le dessinateur change, on se retrouve avec des dessins, notamment je pense à ceux de Riccardi qui sont assez magnifiques, qui viennent participer à des changements d'ambiance comme ça. Il y a des récits qui vont un petit peu vers quelque chose de plus drôle, d'autres vers quelque chose de beaucoup plus tragique, etc. Et à chaque fois avec un côté très conte de la crypte. Les deux sont globalement très bien, c'est-à-dire il y a vraiment peut-être un des 9 récits là qui vont être un petit peu en dessous, mais sinon dans l'ensemble vraiment c'est extrêmement top. Et après ça, Kevin Scott va faire donc une mini-série sur les Nightlands, donc les terres obscures qui sont la planète de Rylos, la planète des Twi'lek. Et où là, en fait, c'est une mini-série en 3 épisodes où on va se situer d'abord au moment de la prélogie, donc on va avoir une histoire avec Anakin et Obi-Wan.
après, on va se décaler au moment de la trilogie, où on va avoir un récit avec Leia et Luke, notamment. Et après ça, on va aller dans la post-logie, où on va avoir un récit avec à nouveau Leia, mais aussi Poe, Finn et Rey. Et ce qui est très réussi là-dedans, c'est qu'il y a une vraie intrigue sur l'ensemble de ça, parce qu'on joue sur un côté configuration spatiale qui n'arrive que toutes les quelques décennies, et donc il y a une lutte contre une force obscure qui va se jouer là-dessus. Pareil, le côté les récits sur 3 époques ou des choses comme ça, souvent je trouve que c'est un gimmick qui peut un petit peu traîner en longueur. Ici, Kevin Scott s'en régale, il en fait quelque chose de vraiment parfaitement écrit, et où les personnages, tous les personnages, que ce soit ceux qu'on connaît ou ceux qui sont intégrés à l'histoire pour l'occasion, sont vraiment écrits avec perfection, j'ai envie de dire. C'est du coup, on a vraiment un côté plein d'histoires à dévorer, et avec une qualité globale qui, pour une anthologie, et stratosphérique. Voilà. Habituellement, il y a toujours des récits en dessous. Là, franchement, sur les plus de 200 pages du truc, il y a rien à acheter. Voilà. Donc vraiment, j'avais envie de faire un focus dessus, parce que c'est le genre de choses qui peut parfois passer un peu sous le radar. Et là, que vous soyez fan de Star Wars ou pas, que vous soyez juste la personne qui achète une fois de temps en temps un comic Star Wars, bah vous pouvez y aller avec les contes cauchemardesques, parce que je suis sûr que vous serez ravis du voyage. Écoute, merci Aurélien. Et puis donc là, on va passer à Conan, et puis après même aussi, j'ai envie de dire, une série de petites recos à droite à gauche pour vraiment être assez exhaustif, en tout cas sur le programme juin-juillet. Je vais commencer donc avec l'omnibus Conan de Barbare qu'on avait sorti ce mois-ci, pardon. Je me perds un peu dans la temporalité. Avec donc cet omnibus qui va compiler en fait. J'ai envie de dire, c'est ironique de se perdre dans la temporalité, justement vu l'histoire de l'omnibus, mais vas-y. C'est ça, c'est Jason Aaron qui a scénarisé cette chronique. Il y a l'Émile du futur qui va non, fais pas ça, c'est trop con. Et en fait, du coup, le Conan de Barbare de Jason Aaron et ensuite de Jim Zub, c'est donc tout le Conan publié par Marvel à partir de 2019. Ça, ouais. J'ai un énorme doute, j'étais en mode 2019, oui, pardon. Alors, donc le Conan de Barbare de 2019, le Conan de Marvel, et donc un omnibus qui est pas énorme, mais qui a quand même qui contient quand même pas mal d'épisodes, puisqu'on va retrouver donc déjà les 2 premiers tomes du Conan de Barbare, par notamment surtout donc Mahmoud Asrar au dessin, qui est extraordinaire, et ensuite donc Jim Zub avec pas mal de monde au dessin, et après aussi vous retrouvez également dedans le King Conan, toujours par Aaron et Asrar, qui est je pense un peu un des points culminants du run de Aaron. Et écoutez, si vous aimez Conan, je pense que vous l'avez déjà acheté. Et si vous ne connaissez pas, je pense, comme souvent avec Conan, il y a que des parts d'entrée, parce que tous les récits sont assez sur une base assez commune, en fait, où ça va prendre différents moments de la temporalité de la vie de Conan. Et là, Aaron, en plus, si vous êtes habitué à son style sur Thor, sur même Absolute Superman, peut-être, et d'autres séries qu'il a pu faire, il a vraiment ce côté de toujours jouer avec la temporalité, et de jouer avec aussi des moments de la vie d'un personnage qui vont se répondre et qui vont converger en un seul point. Donc là, dans Conan le Barbare, vous avez à la fois le côté Conan roi, vous avez à la fois le Conan un peu jeune, aussi le Conan qui a connu des trucs un peu durs dans sa jeunesse aussi. Donc vous avez un peu différents moments de la vie de Conan qui vont se percuter, et avec une mort annoncée pour le personnage. Et c'est vraiment, comme souvent, je trouve avec Aaron, très chouette. Asrar au dessin, moi j'avoue, je l'ai découvert à peu près à ce moment-là, mais il avait pu briller déjà sur X-Men Red également, et c'est un dessinateur qui n'en finit pas de devenir génial. D'ailleurs, j'ai vu que Mac Mignola avait reconnu son génie dans un commentaire Instagram, et il était très touché, Asrar, d'être reconnu par Mignola, donc en tant que tel, donc ouais, ça fait plus plaisir. Et donc super omnibus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc de lire les épisodes de Jim Zub, parce que c'est vrai que c'est un scénariste qui, honnêtement, ses épisodes chez Marvel ne sont pas au même niveau que ceux qu'il a fait chez Titan, mais je trouve ça toujours intéressant de voir en germe
le scénariste qu'il allait devenir sur Conan, et notamment on voit déjà qu'il connaît bien tout ce qui est la temporalité de Conan, l'univers de Conan, et c'est vrai que du coup c'est ce qui sûrement a permis après derrière au scénariste de s'imposer comme étant voilà le scénariste maintenant phare du personnage depuis maintenant pas mal d'années. Donc voilà, Omnibus dont je voulais parler parce que j'aime toujours Conan et c'est toujours un plaisir, et c'est vrai que là, vu qu'on est sur un dessin un peu plus moderne, étant donné que le gros ce qu'on sort en Omnibus c'est plutôt les classiques, ou alors en colossaux les épisodes un peu plus modernes des années 2000, là vraiment du Conan quasiment contemporain, ça ne mange pas de pain. Ouais, moi je suis moins fan de Conan, et c'est vrai que tout ce que j'ai lu de ce run, du run d'Aaron et Asrar, mais même les épisodes de Zub, j'ai beaucoup aimé. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on voit bien que si Zub est pas encore aussi complètement à l'aise que ce qu'il va faire après, il déjà en fait on joue un petit peu les coupeurs de cheveux en quatre parce que ça reste déjà très bon, et surtout c'est pas pour rien qu'il a été choisi par Titan pour reprendre après le poste de scénariste derrière. C'est que ce qu'il avait fait sur la série a été unanimement reconnu comme étant de grande qualité. Donc non, vraiment très bien. Mais c'est presque, tu dis c'est une très bonne porte d'entrée, j'en doute pas, mais c'est presque une fausse porte d'entrée dans le sens où le fait d'avoir un récit aussi long et enchâssé dans le côté le run d'Aaron et Asrar est presque une aberration dans ce qu'il y a chez Conan, oui, où les récits sont en général très distincts les uns des autres. Un seul épisode des fois. Ouais, voilà, ou un arc, voilà. Et là, le fait d'avoir vraiment une série presque où il y a une seule histoire, c'est presque rarissime dans le canon de Conan. Donc c'est vrai que c'est une petite aberration. Ouais, c'est une structure un peu que reprend un peu Titan, avec ce côté où en gros chaque tome est quasiment un one shot en fait. En termes d'histoire, ça se complète à peu près à la fin, mais on va retrouver des éléments ou des personnages récurrents entre chaque tome, plus après la tendance de dessinateur aussi, qui fait qu'on a ce sentiment un peu de changement, alors qu'en fait on voit quand même qu'il y a une trame narrative qui se dégage derrière, et je trouve ça vraiment ça montre vraiment l'équité de Jim Zub sur l'écriture, parce que arriver à écrire ça sans ennuyer après, maintenant on est à 8-9 tomes maintenant je crois en France, en comptant les spin-offs, donc c'est vraiment, je trouve, très bien. Et puis bon, après moi j'avoue que si vous écoutez Planning4 régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup Conan, donc voilà, je vais pas vous surprendre en disant que j'aime beaucoup celui-ci aussi. Alors, et on parlait de structure. Alors voilà, maintenant on perd toute la structure de notre épisode pour se lancer dans plein de petites recos où on va aller assez vite. Tu commences ? Alors, je vais commencer avec déjà Uncanny Valley, qui fait partie un peu de notre politique d'auteur concernant l'indépendance, c'est-à-dire on parlait de Dennis Kemp qu'on va retrouver en indépendant en fin d'année, et Uncanny Valley, c'était aussi l'occasion pour nous d'accompagner Tony Flix dans une autre aventure avec après Stray Dogs et Feral, donc une autre série qu'il a scénarisée avec au dessin donc Dave Wachter, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup aussi, et qui là pour le coup fait un peu une G.H. Williams III, on va dire le côté à l'italienne en moins en termes de planche, puisqu'il va mélanger des univers, il a pas n'importe quel univers, puisqu'il va mélanger en fait un univers réel avec un univers toon, et donc là du coup on va voir donc des magnifiques, je pense que c'est de la peinture mélangée avec donc des dessins un peu plus on va dire classiques de toon, pour un récit qui, je trouve qu'il avait très bien résumé en disant c'était un peu, j'aime pas faire ça, mais qui veut un peu de Roger Rabbit. Roger Rabbit avait été scénarisé par Jeff Lemire. C'est un peu ça, parce qu'on va retrouver ce côté drame familial, et là le drame familial est représenté par un drame avec des toons, puisqu'on va retrouver en fait un enfant qui est en fait mi-homme mi-toon. Et c'est à partir de ce principe, de ce pitch-là un peu délirant, que pour le coup Tony Flix va vraiment faire une histoire assez tragique quand même, avec des éléments un peu comiques aussi, parce qu'évidemment les toons s'y prêtent bien en termes visuels, donc de dessiner des tunnels, de passer des explosions, de faire ce genre de choses, et donc c'est assez vraiment très très chouette, très touchant, et donc je suis très content qu'on puisse sortir, d'autant plus que c'est une série assez courte, parce qu'elle est terminée en 10 numéros, donc on a tout réuni dans un grand album, donc one shot, voilà.
Autre grand format, avec Avengers World tome 2. Est-ce que tu vas en parler, Aurélien ? Ouais, c'est la suite de la série compagnon, j'ai envie de dire, au run d'Avengers, des New Avengers de Dickman. S'il y a le nom Dickman sur le tome 1, c'est parce qu'il est là au lancement, mais en fait c'est surtout une série de Nick Spencer avec notamment Keketo au dessin et Caselli également, et où en fait on va suivre des aventures presque plus classiques des Avengers, c'est-à-dire que autant du côté de Avengers New Avengers, on a Hickman qui fait du Hickman avec des grands plans, Secret Wars en bout, etc. Autant Avengers World, justement, va raconter des histoires des Avengers à côté de ça. Alors bon, qui vont quand même, par exemple, lutter contre le dragon qui dort sous Madripoor ou des choses un peu bigger than life comme ça quand même. Mais on est justement plus sur du Avengers classique là-dedans, et qui vient servir de récit compagnon à tout ça. Donc sachant qu'on entre les omnibus et peut-être d'autres choses, il y a pas mal de lectures qu'on va vous proposer pour découvrir les Avengers de Dickman. Avengers World, c'est le parfait complément à ça. Et du coup, est-ce que tu peux aussi nous parler de la cape et l'épée qu'on a sorti en intégrale ? Ouais, la cape et l'épée, du coup, c'est on parle beaucoup des auteurs, hein. On essaye toujours aussi de parler des dessinateurs évidemment, mais on est souvent focalisé sur les scénaristes ici, et parce que c'est eux qui nous emmènent en premier, peut-être dans l'univers. Et que pour ma part, j'ai pas le niveau graphique pour en fait parler dessin, et j'avoue, j'ai pas les vocabulaires pour parler des dessins, ouais. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, à part quelques rares scénaristes, des gens comme Stan Lee, Jack Kirby, comme John Byrne, voilà. Il y avait ce truc tous ces personnages sont des personnages Marvel et les scénaristes s'enchaînent, etc. Et il y a eu un moment dans les années 80, je trouve, où c'est peut-être là qu'on a vu, peut-être à la fin des années 70 aussi, des créations de personnages qui allaient être vraiment liés complètement à leur créateur. Peut-être que Thanos et Starlin, ça rentre dans cet aspect-là. Peut-être que Howard le Canard et Steve Gerber, ça rentre dans cet aspect-là. Et donc la cape et l'épée de Mantlo, c'est typiquement des créations de Mantlo, c'est-à-dire c'est des personnages un peu brisés, qui ont une noirceur chez eux, qu'on n'attend pas forcément dans un comic Spider-Man, parce que c'est des personnages qui apparaissent avant tout dans les séries Spidey d'abord, et en fait Mantlo aime tellement ses persos et il résonne de façon tellement juste avec la jeunesse de l'époque que ils vont avoir d'abord une mini-série, puis un graphic novel, puis une série régulière, des apparitions dans d'autres séries, etc. Tout ça chapeauté à chaque fois par Bill Mantlo, parce que c'est pour le coup ses créations et lui qui a envie d'en raconter des histoires. Alors évidemment ça restera pas ad vitam aeternam, ça c'est d'ailleurs pas le cas des autres personnages que j'ai cités plus tôt, mais c'est vraiment une série d'auteurs, encore une fois. Donc voilà, en ça, c'est une intégrale où vous allez peut-être soit redécouvrir des personnages que vous avez pu croiser, soit les découvrir plus ou moins complètement, mais en tout cas, c'est vraiment un titre porté par son scénariste qui et aussi c'est difficile de ne pas citer le travail de Rick Leonardi, sur les héros, mais j'avais vraiment envie de mettre le focus sur Bill Mantlo parce que c'est son bébé, quoi. Et du coup, autre grand scénariste avec donc Thunderbolts, parce qu'on va quand même parler de Kurt Busiek.
Là, c'est vraiment une petite mention, ce qu'on a déjà pu parler, je pense, je sais plus si on a déjà parlé d'Omnibus, en fait, ou pas, ou de Kurt Busiek en général, mais, donc, dans les années 90, Marvel n'était plus ce que c'était parce que, évidemment, beaucoup de héros étaient partis, on va dire, dans d'autres horizons, Heroes Rebornesque. Et, du coup, qu'est-ce qui reste, en fait, après ça? En fait, il reste pas grand monde pour défendre la Terre, et donc, une équipe est comment dire, est nommée. Et cette équipe, en fait, spoiler de 30 ans, en fait, était constituée de criminels. Et donc, on va retrouver donc Busiek et Bagley, puis après Nicieza sur le deuxième tome de l'Omnibus. En fait, raconter cette histoire d'une équipe pas comme les autres, de super vilains, quoique pour certains. En fait, c'est un omnibus qu'on avait pu sortir il y a quelques années maintenant, et que du coup, notamment parce que ils ont fait leur apparition au cinéma, et que on veut aussi c'est l'été vous proposer des lectures, et également accompagner la nouvelle série New Avengers, qui est aussi qui est un peu la suite de la série Thunderbolts, nouvelle mouture qu'il y a eu chez Marvel. Du coup, proposer le Thunderbolts tome 1 à petit prix, histoire que du coup ça vous engage à découvrir, parce que c'est vrai qu'on fait ça assez rarement, des petits prix sur les omnibus, du fait en fait du prix, et puis surtout du coup de comment dire du tirage aussi, qui peut être des fois un peu plus variable selon les séries. Mais là on l'a fait pour X Factor, comme on va le faire sur Thunderbolts, puisqu'en fait simplement c'est des séries assez longues qui ne trouvent pas forcément leur public aussi, et c'est vrai qu'on pense que c'est bien de les soutenir, et qui sont même pas qualitatives, elles sont même au-delà de la qualité, quoi. C'est vraiment c'est des... X Factor, Thunderbolts, c'est des super séries, et c'est vrai que quand ça marchouille, voire marchouille moins, c'est vrai que c'est dommage, et c'est vrai que du coup le petit prix sur le tome 1 ou le tome 1 et 2 pour X Factor, ça permet coup de vous dire regardez, c'est vraiment très bien, et vous allez kiffer, et vous allez kiffer la suite aussi, donc lancez-vous. Voilà, et vu qu'on a le timing estival justement, et la sortie de cette nouvelle série Thunderbolts qui s'appelle maintenant New Avengers, on se dit c'est un peu l'occasion de remettre en avant le Thunderbolts. Ça permettra de faire plaisir aussi peut-être à plus de monde qui hésite à y aller sur le premier tome à 90€. Donc là il sera à 60, et honnêtement, foncez, Kurt Busiek, c'est toujours du bon. Ouais. On a parlé du coup de 7, 8, 9, d'une douzaine, je crois, d'albums. Donc, le temps est venu de laisser nos univers de prédilection et de vous faire des recommandations hors Panini. Vas-y, toi. En fait, ce que du coup, là en ce moment, je suis un peu dans dans un revisionnage de pas mal, ou visionnage même pour certains, de pas mal d'animés, on va dire un peu vintage, parce que j'aime toujours suivre mes chers Gundam et autres roboteries. Mais là au Japon, et donc du coup en France, on a la chance actuellement d'avoir beaucoup de classiques de l'animation qui ressort dans des versions 4K splendides. On a eu donc là il y a quelques temps L'œuf de l'ange. Il y a Jinro qui va suivre aussi, et donc 2 projets qui sont aussi liés à un grand auteur que moi j'aime beaucoup, que je pense peut-être être un de mes, si je devais avoir 5 créateurs en tête pour le cinéma et l'animation et le manga, ce serait Mamoru Oshii. Et là, du coup, j'aimerais vous parler de Ghost in the Shell rapidement. En plus, il y a une actualité parce que sur Amazon, il y a une nouvelle mouture du manga originel, donc j'oublie toujours le nom en fait du scénariste originel, Shiro Madamune, pardon, voilà, c'est ça. Et donc là, qui est beaucoup plus fidèle au manga, parce que donc fidèle à son habitude, Mamoru Oshii adore prendre des licences qui pour un peu les transcender et en faire aussi ses œuvres à lui. Il est pas tout seul là-dedans, parce qu'on retrouve aussi donc Kazunori Ito, qui est un immense scénariste, qui lui, on retrouve dès les débuts d'Oshii sur ses projets live, sur ses projets animés, que ce soit Pat Labor, Red Spectacles, qui est dans l'univers de Jinro, et aussi il a aussi fait donc au cinéma peut-être un des plus grands films de kaiju, donc qui est la trilogie Gamera. Donc sur Ghost in the Shell, il est scénariste donc avec Oshii pour un film qui est que j'ai pu revoir au cinéma, donc qui est toujours aussi ouf, parce que justement il y a ce mélange entre le style d'écriture de Kazunori Ito, qui, même s'il a pas fait Ghost in the Shell 2, on retrouve quand même
on voit qu'Oshii, c'est pas quelqu'un que ça laisse indifférent, cette espèce de mélange de philosophie, de politique, de métaphores, de plein de trucs et tout, sur des intrigues souvent géopolitiques, techno-thriller, que ce soit Pat Labor ou donc là Ghost in the Shell, et le tout servi avec des plans magnifiques d'illustration avec les plus grands animateurs de l'époque, donc Kawamori, des gens comme ça, et la musique de Kenji Kawai qui vient sublimer le tout. Et là, on est vraiment dans le monde parfait. Je pourrais écouter dans Pat Labor 2 les gens, ou dans Avalon, les gens parlaient de philosophie, ou de plans, à la Tarkovsky ultra lent sur des rues de Hong Kong, dans Ghost in the Shell, très inspiré par Hong Kong et tout ça, avec la foule qui grouille, la vie, des gens qui regardent des mannequins vides dans des magasins vides avec de la lumière un peu blafarde et tout. Beaucoup de bassets, évidemment, parce que Mamoru Oshii adore les bassets, il en met partout. Et c'est fabuleux, quoi. Donc Ghost in the Shell, qu'est-ce que ça raconte? Au fond, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Et en même temps, ça raconte tout. Ça raconte la vie, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'existence dans un univers en plus futuriste, un peu désincarné. Non, vraiment, c'est vraiment donc attention, tagline de marketeur connard, c'est une expérience sensorielle. Mais blague à part, ça peut être un peu abscon, un peu dense en apparence. C'est peut-être moins comment dire, c'est plus facile d'accès que la l'œuvre de l'ange, honnêtement. Mais clairement, ouais, faut juste y aller un peu préparé parce que c'est assez court, mais ça reste assez dense en termes de texte. Mais clairement, ouais, moi, si vous pouvez le voir en salle en 4K en plus. C'est vraiment un très 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 bon film et sans doute plus accessible que Ghost in the Shell 2 Innocence, que j'ai adoré aussi, mais qui est un peu plus âpre, on va dire, qui est encore plus cryptique, façon l'œuvre de l'ange un peu. Donc ou encore une fois l'histoire. Moi, Avalon, c'est mes préférés, de mes films préférés tout court, mais c'est vrai que Ghost in the Shell est sans doute plus accessible quand même. Ouais. Et du coup, tu voulais nous parler, toi, donc d'une bande dessinée, mais pas que. Oui, si, quand même beaucoup de la bande dessinée en tant que telle, mais c'est La langue des vipères, donc de Juliette Brocal, qui est du coup une jeune autrice française qui a donc sorti ce one shot chez Rue de Sèvres. Alors one shot, je mets presque des guillemets parce que c'est vrai que l'univers qui est créé dans La langue des vipères, donc il y a un univers moyenâgeux mais avec un petit aspect fantasy parce qu'il y a toute une sorte de magie qui existe à cette époque. Alors on n'est pas dans de la magie boule de feu et détection de trésors, hein. On est sur une espèce de comment dire, de divination par la langue, la langue des vipères du titre. C'est une espèce de formule justement par le fait que ils arrivent à ces espèces de moines sont formés à faire des divinations qui peuvent aller de la météo justement à des enquêtes, quoi. Et on va se retrouver justement avec une espèce d'enquête un peu à chose trappe. On peut peut-être presque penser à des choses comme Le nom de la rose, des choses comme ça. Ou Hérétique, chez Delcourt, là, qui est sorti récemment aussi, qui est un peu dans ce style-là, ouais. C'est ça. Mais vraiment, alors l'aspect qui est très difficile à faire passer par le podcast, c'est de vous parler de la beauté des planches. C'est-à-dire que je veux dire, chaque planche est un putain de tableau magnifique. Je veux dire, every frame a picture. Ouais, mais c'est ça, mais la planche, mais même chaque case, même la langue qui sert de magie, c'est du coup une sorte de calligraphie à l'écrit qui est magnifique aussi. En fait, c'est vraiment vraiment de la beauté à m'injecter dans les yeux à chaque page. C'est sa première BD, quoi. Oui, c'est ça. En plus, c'est complètement indécent en termes de qualité pour une première œuvre. C'est vraiment très 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 bien en termes de scénario et absolument sublime en termes de dessin. Vraiment une excellente lecture, vraiment très prenante, qui a comme seule frustration le fait que
quand on termine, on a envie de passer plus de temps dans cet univers. Alors vous voyez le défaut, quoi, la gueule du défaut. Non, vraiment, c'est vraiment très 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 bien. Et du coup, ouais, tu disais pas que la BD. Bah c'est vrai que j'ai participé au Kickstarter pour ou c'était un Ulule plutôt, mais pour le financement, pas de la BD parce qu'elle allait sortir, mais pour avoir l'édition collector, etc. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour une séance de dessin donc vivant où l'autrice était présente, donc c'était vraiment où elle avait fait les costumes du coup dans laquelle était le modèle qui était là, donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je dessine un petit peu vite fait comme ça, c'est vrai que c'était super chouette comme expérience et quelque chose de très original, ce qui me permet aussi de dire que en plus de soutenir les éditeurs et les libraires, soutenez aussi les auteurs quand ils ont des crowdfunding comme ça, c'est toujours une bonne chose. Ça leur donne de la force aussi, même moralement pour se lancer dans d'autres projets. Ouais, et si vous avez l'occasion aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sort pas n'importe où, hein. Elle avait fait du Cara Design notamment sur Mars Express de Jérémy Perrin, qui est super film, hein, de SF français. Et si vous avez l'occasion de voir le court-métrage aussi, David dit plutôt le trailer de l'album Langue des Vipères, oui, qui est sublime. Faites-en un long métrage par pitié. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de bonus qui ont été faits par d'autres auteurs ou autrices jeunes, etc. Il y a toute une, on voit la naissance un peu d'une nouvelle génération d'auteurs là. Jade Koo et d'autrices surtout en fait. Ouais, Jade Koo. Il y a aussi, il me semble, il y a pas aussi les autres artistes qui avaient participé chez l'éditeur qui a fait les romans où elle a fait aussi l'illustration. Il y a les Trois Mousquetaires, il y a eu de la Belle Ouvrage, tout à fait. Ouais. Il me semble qu'il y a beaucoup d'autrices surtout en fait à la fin, mais c'est vrai que c'est vraiment super travail et super maquette aussi pour la collector. Enfin vraiment, ouais, tout est vraiment. J'avoue que c'est une très belle découverte. Je connaissais pas avant j'ai découvert malheureusement après le financement participatif. J'ai quand même réussi à trouver la collector parce que j'aime beaucoup les carnets graphiques à la fin. Mais ouais, j'ai commencé un peu et c'est tellement beau. Ouais, c'est magnifique. Vraiment sublime. Et sur ces belles paroles, on termine l'épisode. On se donne rendez-vous donc très bientôt pour... ouais, vous avez un mois de juillet chargé. Je pense qu'on va pas vous laisser sans truc. Parce que vous avez au moins 3 épisodes à mon avis là qui vont sortir. Et après, mois d'août, septembre, on verra. Je sais pas, ce sera plutôt mois d'août, plutôt septembre. On va pas vous donner de date, ça dépend. Ouais, on va être là régulièrement. On vous laisse pas comme l'année dernière où on vous avait laissé pendant 6 mois sans nouvelles. Là, vous pouvez compter sur nous pour être présent dans très peu de temps dans vos oreilles. On vous souhaite un bel été, de bonnes écoutes et de bonnes lectures. Salut.